L'autodétermination, du moins la vision que j'en ai, c'est la liberté d'être. C'est me donner la chance de découvrir qui je suis et laisser s'exprimer cette couleur. Pour Martin Bernard, l'autodétermination, c'est un élément super important dans l'approche du projet Osiris. Et pour Martin Cahouette, titulaire de la chaire de recherche en autodétermination et handicap à l'Université du Québec à Trois-Rivières, c'est un concept fort et central dans l'accomplissement de toute personne. Première chose, je pense que l'autodétermination, il faut la comprendre pour ce qu'elle est réellement. Puis souvent, le piège, c'est d'imaginer justement que l'autodétermination, ce sera un peu de faire tout ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut, comme on veut, ou une espèce d'idéal dans lequel il n'y aurait pas de limite, une liberté absolue. Puis l'autodétermination, en fait, c'est pas ça, parce que l'autodétermination, c'est justement avoir la possibilité d'être soi, d'exprimer des préférences, de faire des choix, mais à l'intérieur de cadres, en fait, qui sont là, puis qui font en sorte qu'on peut vivre ensemble en société. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui serait une espèce de liberté absolue, finalement, où on peut décider de tout. Puis le contexte de l'entreprise, ben, c'est justement un contexte où il y en a des cadres qui sont là, il y a des règles, il y a des façons de faire, il y a des règles de sécurité, il y a les lois du marché qui existent à l'intérieur d'une entreprise, il y a toutes sortes de cadres plus ou moins formels qui sont là. Puis s'autodéterminer, en fait, c'est avoir un peu la possibilité d'exercer du pouvoir, du contrôle, d'agir à l'intérieur de ces cadres qui existent, qui sont là, puis duquel on ne peut pas s'extraire complètement. Puis une fausse croyance qui est forte, c'est de se dire que l'autodétermination, en fait, c'est choisir, c'est nécessairement choisir, c'est décider, puis ça se résumerait finalement au fait de faire des choix. Alors que l'autodétermination, ben, c'est prendre des initiatives, c'est expérimenter, c'est parfois se tromper, se réajuster, c'est faire valoir ses droits, mais c'est pas quelque chose, en fait, qui nous extrait de toute contrainte, pas du tout. Puis une des premières contraintes qu'on a, ben, c'est notre condition personnelle, c'est qui on est, nos caractéristiques, mais c'est aussi les influences de l'environnement dans lequel on se trouve. On est tous influencés, plus ou moins influençables également. Ces influences-là, en fait, sont pas nécessairement négatives. Au contraire, c'est sain d'être influencé. C'est ce qui nous permet de vivre en société puis d'avoir une certaine cohésion sociale. Mais l'autodétermination, c'est la capacité de garder un libre arbitre par rapport à ces influences-là. La capacité d'accepter, de refuser des propositions qu'on nous fait, capacité d'aller dans une direction, de prendre conscience qu'on s'est peut-être trompé, de faire un choix différent par la suite. Et c'est aussi quelque chose qui s'ajuste en fonction de toutes les caractéristiques personnelles. Donc, ça se vivra pas, je dirais, de la même façon pour la personne qui est autiste, pour une personne qui aurait une déficience intellectuelle, pour un jeune, un moins jeune. Donc, tout ça aussi, c'est en fonction du contexte dans lequel on vit. J'ai pas l'impression que c'est un concept qui existe depuis tant d'années. Puis il y a sûrement quelque chose. Ça vient d'où? Tu sais, ça vient d'où? Il me semble dans les dernières années, ça a fait comme un pop. On l'entend beaucoup. Ouais. Puis là, on est où avec ça? Ça vient d'où, ce concept-là? Le sens premier du mot autodétermination, c'est un sens qui est politique, qui est plus social. C'était vraiment la volonté des nations de décider de leur destin. Puis là, on peut reculer très, très loin. En fait, il y avait ce sens-là plus politique qui était présent. Mais la première fois qu'on a parlé d'autodétermination pour les personnes en situation de handicap, on est quand même dans les années 60 à ce moment-là. C'est un Scandinave, hein, comme c'est souvent le cas. C'est un Scandinave qui aborde le thème de l'autodétermination puis, en fait, qui aborde la question de l'autodétermination sous un angle vraiment important, c'est le droit à l'autodétermination. La première fois qu'on a parlé d'autodétermination de personnes en situation de handicap, c'était sous l'angle du droit. Et en fait, il énonçait une chose qui peut aller de soi, qui peut paraître aller de soi, mais qui était quand même révolutionnaire à l'époque. C'était l'idée de dire que dans toutes les décisions qui concernent une personne en situation de handicap, on devrait considérer autant que possible son opinion, ses préférences, ses intérêts, ses choix.
Donc, ça peut aller de soi, mais quand on est dans les années 60 en Europe, à ce moment-là, les personnes en situation de handicap sont beaucoup isolées, mis à part des grandes villes, vivent dans des environnements qui sont un peu étrangers finalement à ce que la majorité de la population vit. Et c'est là que, lorsqu'il parle de droit à l'autodétermination, il va parler de normalisation des conditions de vie. En fait, lui, il va mettre de l'avant l'idée que si on a des conditions de vie qui sont similaires aux conditions de la majorité de la population, c'est là que les personnes en situation de handicap vont pouvoir se développer, développer des compétences, puis s'inclure dans la société. Donc ça, c'est vraiment, on est à la fin des années 60, début des années 70, puis de ce parcours-là va arriver d'autres concepts forts, d'autres idées fortes en fait, entre autres la valorisation des rôles sociaux, qui est l'idée de dire, ben, encore faut-il que les personnes aient leur place dans la société, mais quel rôle on leur donne? Et justement, s'inclure dans un emploi, donc le rôle de travailleur, c'est un rôle important, puis c'est un rôle qui est porteur aussi dans la société. Fait quand on parle ensuite, puis là, c'est ce qui va se passer dans les années 80, 90, on va parler d'intégration sociale. Et là, quand on parle d'intégration sociale, on est à un moment, en fait, où l'autodétermination est encore présente parce que ce qu'on dit, c'est que la personne, elle a le droit, par exemple, d'aspirer à un travail ou d'aspirer à vivre dans un milieu de vie qui correspond à ce qu'elle souhaite. Et là, on va parler beaucoup de développer les compétences des personnes au maximum pour leur permettre de s'intégrer, en fait, dans ces environnements-là. Donc, c'est comment la personne en situation de handicap peut fonctionner dans un milieu de travail. Mais en poussant encore plus loin, on en est arrivé à parler d'inclusion et la question de l'autodétermination est devenue plus pertinente que jamais parce que quand on parle d'inclusion, on se dit également comment on est capable de transformer les environnements pour permettre aux personnes de pouvoir s'inclure et fonctionner. Concrètement, ça veut dire la personne développe des capacités pour fonctionner sur le marché du travail, mais le marché du travail se transforme également pour être plus inclusif des personnes qui ont peut-être un mode de fonctionnement qui est en écart à la norme. Puis, souvent, quand on parle d'autonomie dans notre société, on entend l'autonomie un peu comme un synonyme d'indépendance, hein. Quelqu'un qui serait autonome, ce serait quelqu'un qui fait les choses tout seul. Alors que l'indépendance, c'est agir seul, mais l'autonomie, c'est agir pour soi. Ça veut dire qu'on a parfois toujours besoin du soutien de certaines personnes pour réussir à réaliser certaines tâches. Moi, j'aurais toujours définitivement besoin d'un mécanicien pour ce qui est de m'occuper de ma voiture. Je serai jamais indépendant pour en prendre soin, mais je suis autonome parce que je suis capable de prendre rendez-vous, de me rendre au garage avec ma voiture et tout ça. Et l'autonomie, c'est une des composantes essentielles de l'autodétermination. Développer son autonomie, c'est développer sa capacité à prendre des initiatives pour agir soi-même, pour atteindre ce qu'on veut. Donc, évidemment, si je suis un enfant de 10 ans, 15 ans, je suis en train de faire l'apprentissage de cette autonomie-là. Si je suis une personne autiste puis que j'ai des caractéristiques particulières, bien, parfois, ça se peut que j'ai des freins ou des obstacles pour me permettre d'être autonome, mais c'est en développant cette autonomie-là que je contribue à mon autodétermination, qui va notamment mettre de l'avant mon autonomie, mais d'autres composantes aussi qui sont essentielles, la capacité à me réaliser, donc ma capacité à me reconnaître dans mes forces, dans mes compétences, ma capacité à m'auto-réguler. Ce que ça veut dire concrètement, c'est ma capacité à m'ajuster en fonction de ce qui se passe autour de moi, à tenir compte de mon environnement pour prendre des décisions qui sont ajustées. Et toute la question de l'empowerment, c'est-à-dire du pouvoir d'agir, c'est une autre composante essentielle de l'autodétermination, cette capacité-là à sentir qu'on est capable, qu'on peut le faire, puis qu'on croit suffisamment en soi pour agir, pour atteindre ses objectifs. Fait que ça, c'est une autre composante essentielle aussi de l'autodétermination. Martin, on parle souvent de la notion, tu sais, de surprotection, de protection et de surprotection, ce qu'on voit souvent chez les parents. Mais est-ce que ça Mhm. s'applique probablement aux employeurs qui, des fois, ont peut-être peur que fassent une gaffe ou qu'ils se blessent tu sais, dans le milieu de travail? Fait que, tu sais, cette notion-là d'autonomie versus protection, surprotection, on est où là? Tu sais, comment on vit ça? Il n'y a pas d'autodétermination sans prise de risque. À partir du moment où on choisit pour soi, qu'on fait des choix, qu'on essaie quelque chose de nouveau, qu'on prend une initiative, ben, le premier risque, c'est celui de se tromper. Donc, il y a des risques à tout. Le risque zéro n'existe pas. Ceci dit, risque ne veut pas dire nécessairement danger. On peut se tromper,
tirer des leçons de nos expériences, essayer différemment la prochaine fois. Donc, le risque, en fait, c'est pas nécessairement un synonyme de danger. Et justement, quand on est dans un contexte d'entreprise puis qu'on cherche à valoriser l'autodétermination, puis que, par exemple, on a un employé qui est autiste, mais la première chose qu'il faut se dire comme employeur, c'est que cette embauche-là, l'embauche d'une personne autiste, par exemple, c'est pas un acte de charité. C'est pas parce qu'on a un grand cœur puis qu'on est donc une bonne personne qu'on embauche un employé autiste. C'est parce que c'est le meilleur travailleur embauché à ce moment-là en fonction des tâches qu'on a à lui faire réaliser. Donc ça, je pense, c'est le premier élément là, qu'il faut se dire. Puis ensuite, la question de la protection, de la surprotection, en fait, elle est extrêmement importante. La protection, ça rend des choses possibles, alors que la surprotection, ça vient de limiter les possibilités. Moi, j'aime bien prendre une métaphore là, juste pour illustrer un peu ça. Là. Pour moi, la protection, la surprotection, c'est un peu comme un peintre qui est devant une toile. Donc, imaginons qu'il y a un chevalet, puis il y a une toile, puis il est en train de peindre. En fait, encadrer, mettre un cadre, en fait, c'est décider de la taille de la toile. C'est mettre des balises claires, des règles claires pour rendre des choses possibles à l'intérieur de ces balises-là. Surprotéger, ça serait tenir la main du peintre pour lui dire exactement quoi faire, tout faire, et là, on serait en train de contrôler la personne. Et le contrôle, ben, à moyen et long terme, c'est là qu'on va créer l'inverse de ce qu'on recherche, puis qu'on tombe dans une surprotection, qui au final finit par mettre la personne en danger. Dans l'accompagnement des parents, notamment là, au moment de la transition résidentielle, une phrase qui revient souvent, puis que moi j'aime bien nommer aux parents, c'est de dire que la plus grande sécurité qu'ils peuvent avoir par rapport à leur enfant devenu adulte, c'est de savoir que leur enfant est capable de demander de l'aide quand il en a besoin. Donc, si moi, je suis dans une logique de surprotection, que je prends toujours les devants, que je suis toujours en train d'éviter les soucis, les problèmes, que je suis toujours en train de préserver, puis que mon enfant devient adulte et qu'il n'a pas développé cette capacité-là, justement, à demander de l'aide quand il en a besoin, ben c'est là que je le place, malgré moi, à risque. Donc, laisser, par exemple, quand je suis un parent, mon enfant se tromper, le laisser chercher par lui-même une solution, lui laisser l'occasion de me demander de l'aide avant de lui en proposer, ben c'est des stratégies qui sont importantes justement pour que lui-même gagne en confiance dans sa capacité à résoudre des petits problèmes, puis que moi, je puisse avoir une perception de lui qui est positive comme étant capable de régler, de faire face à des difficultés qu'il peut rencontrer. C'est là qu'en contexte de travail, c'est important justement d'être dans cette logique-là où les enjeux de sécurité, les enjeux de risque, en fait, c'est toujours se dire, est-ce que le cadre du travail que la personne a à faire, il est clairement défini? Est-ce que ce contexte-là, il est défini? Et face aux imprévus, est-ce que j'ai pris le temps d'expliquer, d'enseigner, de former le travailleur autiste, par exemple, à quoi faire en cas d'imprévu, vers qui se tourner, comment réagir, c'est qui la personne, en fait, à interpeller s'il y a un souci, un problème. Donc, j'ai besoin d'un employé qui va prendre des initiatives. J'ai pas besoin de quelqu'un qui est simplement dans un rôle d'exécution. Et ça, c'est justement une stratégie qui fait en sorte que on évite beaucoup de risques quand on développe la capacité chez nos travailleurs, chez les travailleurs autistes, entre autres, à prendre des initiatives et aller chercher le soutien dont ils ont besoin au fur et à mesure de la réalisation des tâches. Les personnes autistes aussi, ils ont une belle expérience d'eux-mêmes, ils connaissent aussi leurs limites. Donc, il y a cette communication-là qui doit se faire jusqu'où moi je suis prêt à aller. C'est essentiel, en fait, parce qu'au cœur de tout ça, ben, l'employé autiste, effectivement, il se connaît, mais c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il a envie de vivre comme expérience, qu'est-ce qu'il est capable de donner. Il est capable parfois de reconnaître ses signes aussi que ça va ou ça va pas, il faut que ça s'arrête, j'ai besoin d'une pause. Puis, juste d'être conscient aussi que parfois, les soutiens qu'on met en place pour la personne autiste, pour lui permettre de fonctionner en milieu de travail, ça va être bénéfique pour tout le monde. Communiquer pour être bien compris par la personne autiste, mais ça me permettra peut-être de mieux communiquer, par exemple, si je suis un employeur, avec tous mes employés. Donc, des fois, à travers l'expérience de la personne autiste,
je bonifie l'expérience de travail pour l'ensemble des employés de mon entreprise. Oui, ça fait évoluer la culture de l'entreprise que de réfléchir à faire de l'insertion de personnes autistes ou autres personnes vivant avec un handicap. Oui, ben effectivement, ça fait évoluer la culture de l'entreprise. Puis une partenaire avec qui je travaille donne souvent cet exemple-là aussi, disait, ben, il y a 30 ans, il y a 40 ans, un service des ressources humaines, par exemple, dans une entreprise, c'était pas gagné, hein. Il y avait le comptable qui faisait les payes des employés, puis il n'y avait pas toujours quelqu'un qui s'occupait des ressources humaines, de la formation, de la sécurité, du développement des employés. Alors qu'aujourd'hui, ça va un peu de soi dans toutes les entreprises. Donc, c'est dire que la structure des entreprises, elle a évolué au cours des années. Puis aujourd'hui, on en arrive à ce mode de fonctionnement-là. Mais si on regarde vers l'avant, on peut peut-être s'imaginer que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, d'avoir à l'intérieur des ressources humaines, ben, une personne qui a justement cette capacité-là à tenir compte de la diversité puis de l'inclusion au sein de l'entreprise, ça va peut-être aller de soi dans 20 ans, dans 30 ans. Puis un peu comme aujourd'hui, quand on se dit, ah voilà, c'était étrange, il n'y avait personne au niveau des ressources humaines il y a 40 ans. Peut-être que dans 20, 25, 30 ans, on va se dire, ah, ben, c'est étonnant, il n'y avait pas cette préoccupation-là, puis maintenant on y est. Je trouve ça stimulant de voir que dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de types d'entreprises aussi, cette diversité-là, elle est reconnue, mais pas juste reconnue, valorisée, mise de l'avant, on en fait la promotion. Puis ben, ça vient juste enrichir la courte pointe humaine là, qu'on peut former. Si moi j'ai une entreprise, que ce soit, bon, on va parler, on va faire le lien agroalimentaire, c'est sûr, on est là-dedans, mais Oui, si moi j'ai une entreprise, puis je me dis, je veux ouvrir mes portes, je veux ouvrir les portes grand à la diversité dans mon entreprise, est-ce qu'il y a de l'aide qui existe? Est-ce qu'un employeur saute un peu la tête tu sais, dans l'eau, puis il ne sait pas où ce qui s'en va, ou il y a vraiment des endroits où est-ce que cette personne-là pourrait communiquer, pourrait dire, bon, moi j'ouvre la porte, mais j'ai besoin de soutien par contre. oui, ben, il existe différentes formes de soutien. Il y a les organismes là, qui travaillent en employabilité qui peuvent offrir un accompagnement, en fait, à certaines entreprises qui souhaitent procéder à l'embauche, par exemple, de personnes en situation de handicap. Il y a toujours le réseau de la santé des services sociaux qui, à travers différents programmes, différentes formes d'accompagnement aussi, peuvent le faire. Je prends l'exemple aussi du programme Prêt, disponible et capable aussi, qui peut offrir un soutien important notamment pour l'embauche de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou de personnes autistes. Fait qu'il existe en fait des stratégies comme ça qui vont permettre d'accompagner l'entreprise en fait dans sa démarche d'embauche, puis de recrutement, puis éventuellement d'inclusion en fait sur le marché du travail. En même temps, j'ai envie de dire que la première étape pour un employeur en fait qui souhaite ouvrir les portes à plus de diversité, notamment des personnes autistes, c'est de se poser la question pourquoi il veut le faire. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et et je pense qu'il faut être conscient qu'il faut le faire, bien sûr, parce que ça permet à des employés qui est autistes d'intégrer un emploi, mais il faut le faire aussi là, dans une logique gagnant-gagnant, parce que c'est bénéfique pour l'entreprise, parce que c'est bénéfique pour les employés. Je pense qu'il faut vraiment s'inscrire dans cette démarche-là, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de sélectionner la bonne personne en fonction des tâches qu'on a à proposer. Puis encore une fois aussi, il faut s'assurer qu'il y a une cohérence entre les caractéristiques de la personne autiste, puis les tâches qu'on va lui proposer. Puis l'idée ici, c'est pas simplement de se dire, ah, les personnes autistes sont comme ci et comme ça, on va leur proposer tel type de tâche. La personne autiste, elle n'est pas juste autiste, elle a une personnalité, des intérêts, des préférences, une façon d'être. Fait qu'il faut voir au-delà de ça, mais il faut s'assurer malgré tout qu'il y a une espèce de cohérence justement entre ce qu'on va rechercher en termes de tâches, puis les caractéristiques également de l'autisme qui peuvent être présentes, puis qui peuvent devenir un atout pour certaines formes de tâches. Ce qu'on voit beaucoup dans la littérature scientifique, c'est justement des éléments particuliers liés à l'autisme, le souci du détail, la rigueur, la méthode, qui sont souvent des forces, en fait, qui sont recherchées pour certains types de tâches. Donc, c'est certain que si on est capable de faire ce rapprochement-là, ce croisement-là, puis qu'on a la bonne personne, puis la bonne tâche, je pense que là, on peut avoir quelque chose de gagnant, tout en perdant pas de vue, puis c'est un élément important de l'autodétermination aussi, c'est que le travailleur ne fait pas seulement une tâche,
il contribue à une entreprise, il contribue au succès d'une entreprise. Il y a une mission, en fait, de cette entreprise-là. Puis, la question du sens, elle est importante. L'employé autiste, c'est comme n'importe quel employé. Il a envie de contribuer dans une tâche, mais une tâche qui a du sens. Fait qu'il faut aussi être capable, je pense, comme employeur, de partager aussi c'est quoi la mission de mon entreprise, qu'est-ce qu'on fait, puis comment, en fait, le rôle que va jouer le travailleur autiste va s'inscrire aussi dans ce sens-là. Je pense à certaines initiatives en milieu agricole, notamment, par exemple, un partenaire avec lequel je travaille où ils produisent, par exemple, des espèces de cabanes pour des chauves-souris qui permettent qu'on installe dans des champs pour limiter l'utilisation des insecticides parce que les chauves-souris viennent manger certains insectes là, qui sont problématiques. Ben, l'employé, dans ce cas-ci, qui a une déficience intellectuelle ou autiste, il fait pas juste construire des cabanes, il contribue à la protection de l'environnement. Puis quand on aide à faire ces liens-là aussi, on vient donner du sens, puis on contribue à développer une motivation de qualité aussi chez les employés autistes. Fait que je pense qu'il faut avoir ce type de réflexion-là quand on est employeur. Puis oui, aller chercher les ressources, les organismes d'employabilité, les CEMO, le réseau de la santé aussi qui offre différents services prêts, disponibles et capables. Et selon les régions, ben, des fois, il y a d'autres acteurs impliqués là, dans les démarches d'employabilité. Au cours d'Osiris, on a remarqué qu'il y avait certains accompagnateurs qui ne connaissaient pas l'autisme avant de commencer et on a vu que c'était des gens qui avaient une belle écoute, un grand cœur, puis qui sont devenus vraiment bons pour accompagner les participants. Martin, je fais référence à Guillaume, là, que moi j'ai des enregistrements de lui qui est tellement fin. Est-ce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas comme moi peut être une bonne personne pour accompagner? Est-ce que ça prend absolument un professionnel? Ou si une personne ordinaire comme moi pourrait aller se former. Qui est la bonne personne euh, pour accompagner un autiste dans une nouvelle job? Moi, je pense que dans un milieu de travail, les gens qui sont là, c'est d'abord des gens qui sont experts des tâches qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que moi, si je travaille en milieu agroalimentaire, ben, il y a certaines tâches spécifiques, puis j'ai des connaissances parce que j'ai ces tâches-là. Là où ça devient peut-être quelque chose que j'ai à développer, c'est ma capacité à entrer en relation avec quelqu'un qui est autiste, puis qui a peut-être une façon d'interagir qui est un peu différente, qui a peut-être pas la même lecture du non-verbal. Et par exemple, c'est un exemple, puis il y a d'autres caractéristiques, mais donc c'est de comprendre un peu cette dynamique-là, cette interaction-là, mais pour y arriver, ça demande d'abord et avant tout un savoir-être, puis des qualités humaines, des qualités personnelles. Donc, pour répondre à ta question, tu sais, oui, je pense qu'on peut tous être un bon collègue de travail dans la mesure où on a cette ouverture-là, puis cette sensibilité-là à l'autre. Puis sans nécessairement, on n'a pas besoin d'être des experts de l'autisme pour être collègue d'une personne autiste ou superviseur d'une personne autiste, mais je pense qu'il faut être sensible aux, comment je dirais, sensible en fait aux besoins particuliers de la personne. Et quand c'est nécessaire, aller, oui, chercher du soutien pour comprendre certains comportements de la personne autiste, pour être capable de l'interpréter, pour lui apporter le soutien nécessaire. Là, parfois, il faut faire appel à quelqu'un qui connaît l'autisme, qui va pouvoir nous aider à interpréter certains comportements. Mais le plus grand expert de l'autisme, c'est la personne autiste elle-même, qui est peut-être notre employé ou notre collègue de travail. Fait que oser lui demander comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire, de quoi tu aurais besoin. Est-ce que juste poser des questions directement à la personne autiste, souvent c'est le premier chemin à prendre justement pour lui permettre d'avoir accès à ce dont elle a besoin. Elle va nous dire si on est capable de lui poser la question, puis qu'on est ouvert à écouter sincèrement également là, ce qu'elle a à nous dire. Fait que je pense de la voir comme la personne autiste comme la première personne experte de sa situation, ben, je pense que c'est le point de départ. Mais ça part aussi d'un savoir-être, de qualité humaine qu'on a là, par rapport à notre capacité d'entrer en relation avec l'autre. Est-ce que le parent de l'autiste est quelqu'un à consulter ou il pourrait nous envoyer sur une mauvaise piste? Question piège, ça, en tant que parent, là. Ben, moi, je pense que quand on est dans une démarche d'inclusion en emploi, là, euh, puis, si on met un instant, si on met l'autisme de côté, là, puis qu'on se rappelle tous nos premiers emplois, la première fois qu'on a intégré le marché du travail, notre premier emploi d'été, tout ça, on a eu besoin de nos proches pour nous aider
à faire le pas dans ce nouveau rôle social-là qui est celui de travailleur. Fait que pour la personne autiste, c'est possible qu'il y ait des freins supplémentaires finalement pour, je dirais, aller de l'avant dans cet univers-là. Donc, oui, le parent, ça peut être un allié. Oui, le parent, ça peut être quelqu'un à mettre dans le coup, mais il faut le faire aussi comment je dirais, en collégialité là, avec la personne autiste elle-même. Est-ce que la personne a envie que son parent soit consulté, que son parent soit présent? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être parfois. Euh, Si je suis un jeune adulte autiste, je suis comme n'importe quel autre jeune adulte. Il y a un moment où mes parents, là, j'ai envie de les voir un peu plus loin de moi, puis vivre mes propres expériences moi-même. Fait que peut-être que j'ai pas envie qu'ils fassent partie de cette expérience-là, puis peut-être au contraire que j'ai envie qu'ils soient là parce que c'est rassurant. Donc, je pense qu'il faut les considérer à chaque fois. Il faut le faire en, en consultant la personne autiste elle-même pour voir si elle, ce qu'elle en pense, est-ce que ses parents pourraient être un allié, pourraient aider, dans quelle mesure, sur quelle dimension, ne serait-ce que des enjeux bien concrets comme le transport, l'horaire de travail. Des fois, il y a des éléments là où on a besoin, où l'implication des parents, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, juste pour aider finalement sur des dimensions comme celle-là. Fait que ma réponse, ce serait bien sûr que les parents, c'est des alliés. Puis ensuite, ben, il faut que le rôle des parents dans cette démarche-là, ben, il se fasse en cohérence avec ce que la personne aussi a envie que ses parents prennent comme place. Des lubrifiants plus que des experts, les parents. Ben, je pense qu'ils sont experts de leur enfant. Ils le connaissent depuis tellement longtemps. Il n'y a personne qui connaît leur enfant comme eux le connaissent. Fait que parfois, l'interprétation de petits signaux, de comportement, d'un ton de voix, d'une attitude, des fois, les parents ont la capacité d'y mettre un sens rapidement. Et ça, il n'y a aucun professionnel qui a cette connaissance-là parfois. Fait que c'est pour ça que moi, je dis toujours, il y a la connaissance de l'autisme, puis il y a la connaissance d'une personne autiste. Là, ici, connaître son enfant, c'est l'expertise du parent. Connaître l'autisme de façon transversale, ça, c'est l'expertise des professionnels du secteur de l'autisme. Maintenant, quand on réussit à se rencontrer puis que les deux axes se croisent, ben ça, pour moi, c'est là qu'on a je dirais, la dynamique la plus gagnante. Martin, je veux t'amener dans un côté, peut-être plus dans l'exemple. Dans l'autodétermination, on en parle beaucoup, mais comment ça peut s'appliquer, par exemple, dans la vie de tous les jours, en scolarisation, en hébergement ou habitation? Si on commence avec les plus jeunes, les enfants, par exemple, ben, déjà, l'autodétermination, quand je vis des expériences nouvelles, que j'apprends à connaître mes forces, quand je suis capable de parler de moi, qui je suis, et là, on pense aux plus jeunes, aux enfants les plus jeunes, quand je suis capable de dire, ben, je suis un frère, je suis une sœur, j'aime les sports, ou j'aime les livres, ou j'aime les arts, je suis un artiste, puis être capable de mettre des mots là-dessus pour parler de soi. Des fois, comme parent, ben, juste de refléter à mon enfant, toi, t'es mon petit sportif, t'aimes ça que ça bouge, t'aimes le sport. Ben, je suis en train d'amener l'enfant à être capable de se reconnaître lui-même en disant, moi, je suis un sportif, j'aime le sport. Ben, si j'aime le sport, peut-être que d'expérimenter des nouveaux sports, ça va être quelque chose de bon pour moi. D'aider, en fait, cette découverte de soi, puis d'aider finalement la connaissance de soi. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donner des options. Vous savez, choisir, c'est beaucoup plus complexe que décider. Choisir, hein, c'est le matin, par exemple, au déjeuner, je donne le choix entre deux aliments, deux fruits, puis là, je choisis entre les deux. Ça, c'est quelque chose. Puis déjà, ça peut être exigeant. Puis après, donner le choix entre trois choses. Puis après, donner le choix entre deux choses, puis avoir un troisième choix, une troisième option que j'appelle l'option libre. Veux-tu une banane, une pomme ou autre chose? Ah, ben là, choisir entre une banane et une pomme, c'est une chose. Choisir entre une banane, une pomme, puis autre chose, hey, là, il faut que je m'imagine qu'est-ce que ça peut être le autre chose. Puis que là, je propose quelque chose. Donc, ça devient toujours un petit peu plus complexe. Puis ben, un jour, c'est de dire à mon enfant, qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Là, ça veut dire que c'est mon enfant lui-même qui propose quelque chose qu'il a envie de manger pour déjeuner. Fait que ça peut être, c'est à travers des petites choses de la sorte. Donner l'occasion à mon enfant de dire oui, de dire ou de dire non.
proposer quelque chose à mon enfant, par exemple, là, quand il est un petit peu plus vieux ou même adolescent, lui proposer quelque chose, puis accepter sa réponse, que ce soit oui ou non. Donc, tu as envie de faire telle activité, si tu réponds oui, ça va, si tu réponds non, ça va, mais accueillir ça, puis dire, ben, très bien, puisque tu en as envie ou tu n'en as pas envie, ben, tu le fais ou tu fais pas, d'être capable d'accueillir ça. Les enseignants en milieu scolaire, je leur dis toujours que c'est embêtant des fois un enfant qui dit non quand on lui demande de faire une tâche, mais en même temps, s'il est capable de dire non quand il est adolescent, il va peut-être être capable de dire non également quand il va être adulte. Puis ça devient d'autant plus important si un jour il est face à quelqu'un de malveillant face à lui. Donc, créer des contextes, des situations dans lesquelles mon enfant est appelé à accepter ou à refuser des choses. Ça, c'est des exemples pour développer l'autodétermination. Laisser mon enfant, par exemple, trouver une solution à un problème par lui-même ou même le consulter. On est en train de faire quelque chose ensemble, on est en train de faire une petite réparation à la maison, puis il y a un problème. Comment tu réparais ça, toi, la porte? Qu'est-ce que tu ferais pour réparer ça? Puis le laisser imaginer, chercher avec nous comment il peut réparer quelque chose. Fait que ça rentre dans toute la catégorie de la résolution de problèmes, laisser l'occasion d'expérimenter des choses, lui demander son avis, qu'est-ce qu'il en pense. Puis des fois, ça peut être son avis sur quelque chose de très simple, très concret. Qu'est-ce que tu penses des vêtements que je viens d'acheter? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes pas? Puis des fois, ça peut être aussi à travers l'imagination, la créativité. Si tu avais à inventer un moyen pour aller sur la Lune, ce serait quoi? Tu inventerais quoi? Une échelle géante ou donc, utiliser aussi la créativité, l'imaginaire aussi pour être capable d'inventer puis de développer, en fait, là, ce type de pensée-là. Tout ce qui va permettre aussi à notre enfant de prendre des initiatives. Plutôt que de dire à mon enfant, ben, tu sais, c'est terminé les jeux vidéo, hein, à 17 heures, c'est terminé les jeux vidéo. Ben, écoute, les jeux vidéo, il faut que tu t'arrêtes entre 17 et 18 heures. Ça veut dire qu'il y a un moment où il ne faudra pas juste que je m'arrête. Il y a un moment où il va falloir que je choisisse d'arrêter le jeu vidéo. Ça, c'est un niveau supplémentaire par rapport à l'autodétermination. Puis des fois, comme parents, ben, on en a assez, hein, fait qu'on se dit c'est terminé maintenant, mais c'est encore plus exigeant de dire ben, il faut que ça s'arrête dans les 30 prochaines minutes. Si je viens de placer le cadre, puis toi, tu choisis dans les 30 prochaines minutes quand est-ce que ça va s'arrêter. Fait que c'est plein de petits gestes comme ça, enfants, adolescents. Puis c'est sûr que tout ce qui est de l'ordre de la transition vers l'âge adulte, c'est tellement un aspect important. Puis là, des fois, il peut y avoir des outils intéressants. Tu sais, un portfolio de mes réalisations. Qu'est-ce que j'ai fait dont je suis fier? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de dire de moi? Quand on est adolescent puis qu'on se prépare tout doucement à passer vers l'âge adulte, c'est des beaux outils qui un jour peuvent nous permettre de faire notre premier CV, également de faire notre premier curriculum vitae, mais être capable de parler de soi, de savoir ce qu'on aime, quel genre de relation j'aime, quel genre d'amis je suis, quels amis j'aime. Ça peut être intéressant aussi de le travailler de cette façon-là. Et puis, bien sûr, à travers toutes les relations aussi qui sont mes proches, qu'est-ce que j'aime de mes amis, qu'est-ce que j'aime moins de mes amis. Encore une fois, ça, des lieux où on peut travailler beaucoup l'autodétermination. Moi, j'aime beaucoup aussi toutes les approches où plutôt qu'être dans une logique, je dirais, de service, on s'inscrit dans une logique de soutien. Ce que je veux dire par là, c'est si moi je vous donne un service, ben, c'est moi qui fais pour vous. Alors que si moi je vous soutiens, ben, c'est votre projet, puis moi je viens juste vous donner l'appui qui est nécessaire que vous avez besoin. Et que si on regarde, par exemple, dans un milieu résidentiel, donner un service résidentiel, c'est aller faire pour la personne. Donner un soutien résidentiel, c'est aller aider la personne à faire quelque chose qu'elle veut faire. Donc, pour moi, là, cette logique-là, en fait, elle est importante. Fait que les modèles d'appartements supervisés, par exemple, où on vient offrir le soutien dont la personne a besoin pour lui permettre de fonctionner dans un appartement, mais avec du soutien dans son domicile, ben, c'est des beaux modèles également qui peuvent être cohérents avec ce qui est l'autodétermination. Même chose en milieu de travail aussi. Des fois, on a besoin d'un soutien un peu plus important, mais ultimement, c'est mon projet de travailler. Et là, ben, j'ai du soutien pour certaines dimensions de mon travail, pour m'organiser. Je suis peut-être capable de faire le travail, mais c'est peut-être m'organiser au départ de la maison qui est plus difficile le matin. Ben là, j'ai du soutien pour ça, mais ultimement, c'est mon projet d'aller travailler, puis je reçois le soutien dont j'ai besoin pour rendre ça possible. Ça, je trouve que
c'est des approches d'intervention aussi qui sont très cohérentes puis gagnantes là, avec ce qui est l'autodétermination. On s'en va vers quoi, selon toi, dans les prochaines années? Moi, je pense que tout ce qui est en écart à la norme, puis on peut penser à plein de caractéristiques humaines. Souvent, quand quelqu'un a une caractéristique et le place en écart à la norme, on a souvent vu ça comme un problème de santé, comme une difficulté, un problème. Et là, on pourrait parler de toutes sortes de formes de diversité, de la réalité des personnes LGBT à toutes sortes d'autres réalités où souvent on a vu ça comme un problème de santé mentale. On a vu ça comme un problème de santé qu'il fallait traiter. Et je pense que l'autisme, qu'on a longtemps appelé trouble du spectre de l'autisme, qu'on continue d'appeler comme ça pour le moment du moins, ben on l'a vu beaucoup comme une problématique de santé avec des difficultés. Et c'est pas faux parce qu'effectivement, plusieurs personnes vivaient des difficultés, mais la source de ces difficultés-là n'était pas toujours dans les personnes elles-mêmes, mais se trouvait souvent dans leur environnement, dans des environnements qui n'étaient pas adaptés à leurs caractéristiques. Fait que je pense que la reconnaissance de la diversité humaine, la diversité, et là, dans ce cas-ci, du fonctionnement neurologique, de la façon d'entrer en relation avec le monde, la reconnaissance de cette diversité-là va nous amener petit à petit à offrir puis à construire des environnements de travail, résidentiels, scolaires, qui vont tenir compte de cette diversité-là, puis qui vont pas juste en tenir compte, qui vont aussi la promouvoir puis la reconnaître. Pour que petit à petit, ben, quelque chose comme l'autisme soit pas vu comme une problématique de santé, mais soit vu en fait comme une façon d'être au monde qui est différente de celle de la majorité, mais qui est pas pour autant problématique à mettre de côté ou à éliminer au contraire, qui est juste une façon d'être au monde différente, qui amène des besoins de soutien à certains moments, mais comme c'est le cas pour tous les êtres humains, parce qu'on a tous besoin de soutien dans des différents secteurs de notre vie. La personne en fauteuil roulant, elle a besoin d'une rampe d'accès, ça va de soi pour accéder à son domicile. La personne qui a un fonctionnement neurologique qui est différent, mais ça va pas toujours de soi, en fait, qu'est-ce qu'on doit lui offrir, comment communiquer pour lui permettre, en fait, d'avoir une qualité de vie comme celle de tout le monde. Mais c'est vers ça, en fait, vers ce type de réflexion-là que ça nous amène le grand courant équité, diversité, inclusion. Puis moi, je pense que ça, c'est prometteur parce que plus on va être sensible à la diversité, plus on va penser des environnements où, par exemple, il y a des caractéristiques physiques qui sont pensées, prenons à l'intensité lumineuse, l'intensité sonore qu'on a dans certains milieux, des aspects très concrets, très tangibles sur lesquels on peut agir, puis qui sont bénéfiques pour tout le monde, mais essentiels pour les personnes autistes notamment. Tu sais, un jour, on va se dire, ah, tu sais, la même façon qu'on parle de l'homosexualité qui était dans le DSM-4 il y a quelques années, puis on se disait, c'était quand même incroyable, là. Un jour, on va se dire, hey, c'est quand même fou, hein. L'autisme, là, on voyait ça comme une maladie mentale, puis on voyait ça comme un problème de santé. Tu sais, c'est un peu ça le message qui est, tu sais, puis c'est un peu ça que je voulais dire à la fin, là, que c'est vers là, là, qu'on s'en va, puis c'est vers là que la littérature, puis les recherches scientifiques nous amènent de plus en plus de se dire, ben, les personnes souffrent bien plus des environnements dans lesquels ils se trouvent que de leurs caractéristiques propres, là. Tu sais, des fois, il y a des éléments propres à leurs caractéristiques, mais il y a bien plus de souffrance qui découle de l'environnement, d'un environnement inadapté que de leurs propres caractéristiques personnelles. Ça me rappelle une conversation que j'avais avec un ami professionnel de la santé mentale qui réagissait à mon incapacité de bien accompagner mon fils dans ses travaux scolaires. Mon ami disait: le problème avec ton fils, c'est pas son déficit d'attention, c'est le fait qu'il se fait chicaner par son père parce qu'il n'étudie pas de la façon que son père le veut. Martin Cahouette nous a aussi donné un autre exemple du concept de continuum, et c'est là-dessus qu'on va terminer le balado. Un exemple au sein duquel tout le monde peut se reconnaître, mais qui peut être un peu plus fort avec l'autisme. C'est l'incapacité de dire non. En déficience intellectuelle, c'est vrai, mais aussi en autisme, là, on appelle ça la tendance à l'acquiescement, tendance à dire oui. Puis souvent, les personnes en situation de handicap, elles apprennent tôt dans leur vie que c'est mieux de dire oui. Est-ce que tu aimes? Oui. Est-ce que tu veux? Oui. Est-ce que tu souhaites? Oui. Parce que quand je dis oui, ben là, je fais plaisir à l'autre, puis j'ai envie de faire plaisir à l'autre. Puis des fois, cette tendance-là à l'acquiescement, il faut travailler ça avec certaines personnes qui ont appris à accepter. Puis au final, quand on va voir derrière, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, que t'aimes? Ben, des fois, c'est non, mais j'ai tellement appris à dire oui parce que c'est plus simple
de dire oui, que des fois, on perd de vue la personne, puis même la personne elle-même ne sait plus qu'est-ce qu'elle a le droit d'aimer, de pas aimer, de dire ou de pas dire, parce qu'elle est plus dans une recherche de faire plaisir, qu'on prenne soin d'elle, d'être appréciée. Fait qu'elle elle va avoir tendance à dire oui. Mais ça, c'est vrai pour les personnes en situation de handicap, mais c'est vrai pour beaucoup de monde. Hein. C'est pas c'est vrai pour tout le monde, cette difficulté-là qu'on a à dire non. C'est juste que des fois, elle est encore plus amplifiée chez certaines personnes autistes ou certaines personnes qui ont des déficiences intellectuelles, entre autres. Ce balado est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil de recherche en sciences humaines. Après la pause, là, Gabriel, est-ce que tu aimes mieux, qu'est-ce que tu préfères, continuer à récolter des betteraves ou aller les nettoyer? Récolter les betteraves. T'aimes ça? Oui, tu veux continuer à récolter des betteraves? OK. Puis je sais que tout à l'heure, regarde, est-ce que tu vois, là, il y a des haricots, là? Ouais. On va pouvoir aller en récolter aussi plus tard aujourd'hui. Est-ce que tu en as déjà cueilli des haricots? Ouais. Oui? Non, c'est quoi là? Comment? Les haricots, je sais pas. Je sais pas si tu en as déjà. Est-ce que tu as un jardin chez toi? Ouais. Oui. Est-ce que tu sais si